ce thème du logement intermédiaire. À l'époque où on a parlé de ça, tout le monde nous disait c'est quoi le logement intermédiaire? Effectivement, c'était une notion totalement inconnue. Et pourquoi en plus la Chambre de commerce s'intéresse-t-elle à ça? Elle a un certain nombre de missions sur le développement économique, problème du logement en dehors des entreprises de la construction. Quoi, ça vous regarde. Je constate aujourd'hui que le logement intermédiaire est devenu un thème majeur et Pinel l'a rappelé. Je dirais à quelques égards un peu à ma surprise, j'aurais pu écrire une partie du texte qu'elle a dit. Le MEDEF est mis sur le sujet par l'intermédiaire de Gattaz, parce que cette notion, et je vais y revenir, de logement intermédiaire est un élément absolument majeur du développement économique et de la vie des entreprises, ou pas partout en France, dans quelques zones, mais fondamentalement sur l'Île-de-France. On va y ajouter quelques franges de grandes métropoles. On le trouve sur la région lyonnaise, et un représentant de la région lyonnaise pourra nous en parler plus. En PACA, de manière évidente, un peu dans le pays de Gex, et très très marginalement dans quelques endroits comme Toulouse, autre chose de l'ordre. Ça n'est pas un problème national. Mais on va constater que si ça n'est pas un problème national, une partie des problèmes que l'on rencontre vient d'une forme de traitement national du problème de l'immobilier. On va traiter plus de l'aspect locatif, même si le logement intermédiaire peut s'appliquer au logement, au locatif et à l'accession à la propriété. Mais on a fondamentalement aujourd'hui, en particulier, je le répète, sur le marché de l'Île-de-France, un problème absolument majeur. On a du locatif compris entre 5 et 11 euros du mètre carré sur le logement social. On a du logement complètement libre qu'on ne trouve pratiquement plus en dessous de 22 ou 23 euros du mètre carré, non seulement sur Paris intramuros, ça va de soi, mais sur la première couronne parisienne. Et entre les deux, on a un précipice qui s'est creusé sans qu'un pont puisse être établi. Ce précipice concerne fondamentalement la classe moyenne, et en particulier la classe moyenne des salariés. Et on a aujourd'hui quelque chose qui est devenu dramatique. Je reviendrai après tout à l'heure sur quelques causes possibles, mais on a dans ce diagnostic un précipice qui est devenu absolument dramatique, ce qui veut dire qu'il y a une déconnexion de plus en plus forte entre le marché de l'emploi et le marché de la résidence. Le corollaire de ça, il est très simple, hein. C'est un recours de plus en plus marqué au transport, et on crie de manière assez légitime d'ailleurs au problème de transport. Les très grands investissements qui ont été décidés au cours des dernières années, je dirais depuis 6-7 ans, avec en particulier le métro du Grand Paris Express et les développements qu'il va impliquer, le prolongement des halls vers l'ouest de Saint-Lazare jusqu'à la Défense Nanterre et jusqu'à Mantes, et le développement de transports davantage de proximité comme les tramways, les tangentielles comme la tangentielle nord, la reconfiguration de toutes les lignes de RER, tout ceci est très bien, mais on oublie qu'une partie du problème, en particulier sur le RER, est un phénomène d'œuf et de poule, c'est-à-dire le développement, pour faciliter la vie de tous les habitants franciliens, des branchioles, des branches, des sous-branches et des branchioles des différents RER, est un facteur considérable de dysfonctionnement. Il suffit qu'un RER sur la énième branche du RER-C soit en panne pour que le centre fonctionne extrêmement mal. Donc on a un lien très étroit entre transport et résidence. Phénomène que l'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup d'autres métropoles européennes. En tant que Chambre de commerce, nous avons constitué, nous animons un club d'une vingtaine de chambres métropolitaines européennes. C'est un phénomène que l'on retrouve partout, en particulier à Londres, mais qui est particulièrement développé aujourd'hui. Comment veut-on développer une activité économique? Comment permettre à des entreprises de tirer le meilleur parti possible d'une métropole si une part grandissante des collaborateurs, qui sont très largement le nœud de fonctionnement des entreprises, encore une fois, cette classe moyenne des salariés, se trouve confrontée à des problèmes de stress au travail qui sont liés au temps de transport normal et a fortiori aux difficultés de transport.
aux problèmes familiaux, comment faire garder mes enfants, comment les récupérer, comment avoir une nounou qui accepte l'incertitude d'une arrivée une demi-heure ou trois quarts d'heure en retard de manière aléatoire. Donc on a quelque chose qui est dans la vie de tous les jours. On est dans la France d'en bas, on n'est pas dans la macroéconomie, on est dans la France d'en bas, dans la vie de tous les jours. Et dans la salle, je suis persuadé que tous, y compris dans votre vie personnelle, vous le voyez et vous le sentez. Donc c'est un phénomène qui est devenu extraordinairement grave et qui est aggravé, bien entendu, par le dysfonctionnement, en tout cas les difficultés de faire fonctionner le logement social, l'application du DALO, par ailleurs complètement indispensable, se traduit au niveau des organismes de logement social par des obligations mal vécues par ces organismes de logement sociaux, une mobilité difficile, des locataires dont beaucoup n'ont pas les moyens de payer même les logements sociaux, et de l'autre côté, un maintien dans les logements sociaux de gens qui devraient en sortir, mais dont tout le monde, et locataires et organismes propriétaires, sont tout à fait d'accord pour les laisser en place, parce que pour l'organisme propriétaire, mettre les pieds dans le plat, avoir des locataires qui sont solvables et qui en plus acceptent de payer une surprime, ça aide à faire fonctionner l'ensemble du dispositif. Donc, moins de places disponibles quand elles devraient l'être dans les logements sociaux, donc blocage, et des salariés qui, par leur niveau de revenu, même seuls et a fortiori quand il y a 2 salaires dans le ménage, ne réussissent pas, sont au-delà des plafonds sociaux normaux. Alors, quand on analyse ce phénomène sur l'Île-de-France tout particulièrement, on constate la convergence d'un certain nombre de phénomènes qui sont un peu, mais pas beaucoup, interdépendants. Il y a 20 ans, vous aviez beaucoup de logements intermédiaires qui étaient propriétés d'organismes d'investisseurs institutionnels, en particulier les compagnies d'assurance et le groupe de la Caisse des dépôts. Leurs loyers étaient des loyers très raisonnables. Premier déclencheur, l'évolution de la comptabilité décidée par des comptables américains dans les organismes européens de Londres. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir? Très simple. Vous dites aux compagnies d'assurance, premièrement, fair market value. Vous devez réévaluer vos actifs en fonction d'une valeur de marché. Marché a augmenté, et vous constatez que vos rendements, qui étaient des rendements à peu près acceptables quand ils étaient rapportés à la valeur comptable dans vos livres, deviennent des rendements totalement inacceptables quand ils sont rapportés à la valeur dite de marché des biens que vous possédez. Deuxièmement, du côté de Bâle, on vous dit sécurité, vous devez renforcer vos fonds propres, et vous avez justement des actifs qui ont pris beaucoup de valeur et qui vont vous permettre de faire ça. La conjonction des deux fait que vous vendez massivement. Vous vendez massivement, au grand bonheur d'ailleurs d'un certain nombre de locataires, j'en ai personnellement profité, qui rachètent, mais le marché du locatif s'est tout d'un coup contracté de manière très très importante, et en particulier ce locatif qui était à des prix très acceptables. Cœur de Paris, première couronne autour de Paris. Donc les propriétaires sortent de ça. Je ne vous ferai pas le commentaire, vous le connaissez tous, sur l'évolution d'ICAD, devenu un organe, une foncière tout à fait normale, tout à fait légitime, et qui doit impérativement appliquer les règles qui s'appliquent aux autres. Donc il sort de son rôle de porteur de logement intermédiaire. Premier point. Deuxième point, depuis 20 ans, l'Île-de-France, et ça n'est pas la responsabilité de la région, puisqu'elle n'a pas de responsabilité en matière immobilière, l'Île-de-France sort de son panorama, avec un panorama pas glorieux du tout. La dernière région de France métropolitaine rapportée au nombre, en construction rapportée au nombre d'habitants, année après année, depuis 20 ans, 22 ans, 23 ans, je ne sais plus la statistique, mais de manière très très claire. On constate il y a 4 ou 5 ans qu'il faut construire 70 000 logements par an, on en est à 30 000 logements par an. Donc, une offre insuffisante, qui ne se renouvelle pas, et qui ne permet donc pas de fluidifier un marché. Corollaire, quand l'offre est insuffisante, les prix s'envolent, et on a donc la montée des prix que vous connaissez, elle-même d'ailleurs avec une double conséquence, augmentation des prix à l'acquisition et augmentation des prix du locatif. Troisièmement, un gouvernement, des ministres successifs, masculins et féminins, qui s'efforcent d'aider à la construction. Ah, mais alors là, on va parler de l'antiparisianisme et de l'obligation d'égalité de tous les territoires sur l'ensemble national.
Moyennant quoi, les lois successives, pas plus idiotes que d'autres, sont applicables sur l'ensemble du territoire. Corollaire, construction de logements dits intermédiaires, qui ne sont pas du tout intermédiaires, sur une très large part du territoire, puisque vous avez un dispositif dans lequel le marché libre et le logement social se recoupent. Il n'y a pas ce précipice dont je parlais tout à l'heure en Île-de-France et dans quelques autres parties du territoire, mais ça ne fait rien. On a construit massivement, au détriment du contribuable, mais aussi au détriment des propriétaires, et on a des logements vacants dans des endroits où il n'y a pas d'offre. Donc une politique fiscale d'aide au logement, uniformément répartie sur le territoire, et non appliquée aux endroits où elle devait effectivement s'appliquer. Donc on a, et puis, dernier point et pas le moindre, une augmentation de la demande très directement liée à l'évolution de notre société. Les familles recomposées entraînent pour la même population des besoins de surface qui sont plus importants, et l'augmentation, l'évolution de la société vers des gardes partagées accentue ce phénomène, et nous avons donc, on a estimé, alors ça vaut ce que ça vaut, que l'évolution de la société se traduit à population constante par une augmentation de 25 à 30% du besoin de logement. Voilà quelques éléments auxquels on ne pourra sans doute pas répondre, mais qui montrent qu'on a un problème qui est un problème extrêmement grave, et là je reprends ma casquette de chambre de commerce, par les contacts que j'ai personnellement en tant que président de la Chambre des Hauts-de-Seine, je dirais tous les jours, en tout cas à intervalles très réguliers avec les entreprises, clairement la distance, la cassure entre bassin d'emploi et bassin de résidence pour nos classes moyennes est un facteur de frein économique, de frein à l'embauche, et je rappelle que notre territoire est probablement l'un de ceux où il y a la plus grande divergence entre le taux de chômage et le taux d'emploi non occupé. Et nous voyons très régulièrement des entreprises qui quittent notre territoire avec comme première préoccupation celui de rapprocher la main-d'œuvre de la résidence. Donc nous sommes face à un sujet qui pour nous est un sujet essentiel, et je redis bien que c'est d'abord un problème locatif, parce que c'est d'abord dans le locatif intermédiaire que la disparition de l'offre a été la plus criante, et deuxièmement parce que compte tenu par ailleurs des taxes sur l'immobilier qui elles-mêmes, enfin de tout le coût de fonctionnement de l'immobilier accession à la propriété, beaucoup plus élevé que dans la quasi-totalité des autres pays, fait que celle ou celui qui va acheter sa résidence et qui, pour quelque raison que ce soit, voudrait la revendre le même jour ou le lendemain matin, va avoir perdu 10%. Donc, l'obligation ou la forte incitation à l'accession à la propriété est un frein très important à la mobilité professionnelle, comme d'ailleurs à la mobilité familiale. Donc, pour nous, c'est un élément d'alerte extraordinairement fort, et c'est un peu ce dont on voulait vous parler aujourd'hui. Alors, si vous le permettez, pour cette table ronde, après ce préambule un peu long, je voudrais passer d'abord la parole à M. Thune, représentant du MEDEF, qui va prolonger et affiner l'analyse économique, et je passerai la parole à M. Morena et Tommy, de Silger et de UESL, pour vous parler d'une approche qui ne sera pas totalement en ligne avec le logement intermédiaire, mais la façon dont des professionnels peuvent répondre au moins partiellement à cette préoccupation. À vous. Écoutez, comme vous avez été très, très complet dans votre exposé préliminaire, ça va me permettre de compléter, hein, sans revenir sur votre analyse que le MEDEF partage à 100%. Notre organisation, c'est au-delà de son intervention classique, de co-gestionnaire du 1% logement, d'Action Logement, s'était un peu écarté du sujet ces dernières années. Et puis depuis 4-5 ans, sous les effets finalement du décrochage que l'on observe dans les zones tendues entre l'évolution des prix de l'immobilier et puis l'évolution des revenus des ménages, s'est réimpliqué sur cette question. Et puis pour corroborer, je dirais, l'idée que l'on avait de l'existence d'un lien important entre la mobilité professionnelle et la mobilité résidentielle, du lien entre l'emploi et le logement. Nous avons fait réaliser quelques études par le CREDOC, qui sont connues, qu'on a largement diffusées, mais qui gardent malheureusement toute leur actualité, même si elles datent de 2 ou 3 ans.
On a interrogé les actifs pour connaître un petit peu leur motivation ou leur réticence à la mobilité professionnelle. Et on s'est rendu compte que 70% des personnes que nous avions interrogées se déclaraient peu enclins à une mobilité professionnelle à partir du moment où ça a occasionné des coûts supplémentaires en matière de logement. Et la situation est tellement grave que lorsque l'on interrogeait des personnes au chômage, en recherche d'emploi, il apparaissait à l'époque qu'au cours des 5 années qui avaient précédé l'enquête, près de 500 000 personnes demandeurs d'emploi avaient refusé justement une offre d'emploi parce que ça aurait occasionné donc des surcoûts de logement, alors que dans le même temps, les actifs se déclaraient relativement ouverts à une mobilité, puisque plus de 50% des personnes interrogées se montraient tout à fait enclins à une mobilité professionnelle dans un autre département géographique si ça s'avérait nécessaire. Et quand on interrogeait aussi ces actifs sur les critères qui pourraient orienter une mobilité professionnelle, le fait que cette mobilité ne s'accompagne, le fait qu'une évolution professionnelle ne s'accompagne pas d'une mobilité géographique primait une évolution salariale intéressante. Donc c'est dire si ce problème de surcoût de logement dans les secteurs tendus où existent les emplois est important. Et pour confirmer ces chiffres, nous avons interrogé les entreprises et nous avons constaté que 40% des établissements que nous avons interrogés sur toute la France, 40% se déclaraient affectés par les difficultés de logement de leurs salariés, notamment lors des recrutements et lors de l'organisation des mobilités professionnelles, sachant que ces problèmes se manifestaient surtout dans la région parisienne et dans la région PACA. Et donc l'observation de ces résultats a élevé le niveau de conscience de notre organisation sur ces problématiques du logement. Et c'est pour ça d'ailleurs, au sein de la commission logement et mobilité professionnelle du MEDEF, nous avons élaboré un livre blanc sur le logement en général, très en amont de la problématique du 1% logement, qui a été présenté à la presse par Pierre Gattaz lundi dernier. Alors c'est vrai qu'on évoquait ce matin la problématique du logement intermédiaire, mais moi je pense que le logement intermédiaire c'est un faux problème. La problématique du logement, c'est que nous souffrons d'une insuffisance de logement tout court, et qu'à partir du moment où il existe des amplitudes de loyers plus ou moins développées suivant les territoires, c'est qu'en fait il y a une inadéquation totale entre l'offre et la demande qui est variable suivant donc les bassins d'emploi, et qu'à partir de là, c'est du logement tout court qu'il faut produire, sachant qu'effectivement, dans des secteurs où l'amplitude est très forte, comme on l'observe en région parisienne ou en région PACA, effectivement, dans une phase de reprise de marché, il est peut-être effectivement nécessaire de créer un niveau d'offre intermédiaire quelque peu réglementé, pour permettre de finalement traiter la tension de marché. Quelqu'un évoquait tout à l'heure dans un secteur le fait que finalement il ressentait un besoin de création de logements intermédiaires parce que l'amplitude de loyer commençait à se développer, mais c'est pas le logement intermédiaire, c'est le logement qui est concerné. Alors effectivement, ce problème-là, on l'a mesuré aussi à travers des relations directes avec des entreprises. Et lorsque j'ai commencé à traiter cette question au niveau du MEDEF, j'ai été sollicité aussi bien par les entreprises du secteur de la propreté, pour lesquelles effectivement les collaborateurs ont des revenus relativement faibles, liés au fait que ce sont des emplois basiques ou des emplois qui sont exercés à temps partiel, et qu'avec les horaires décalés, il y a un vrai problème de logement du fait justement de la problématique de transport que vous avez évoquée. Mais j'ai été également approché par des groupes comme le groupe Vinci qui recrute des jeunes ingénieurs et qui me dit effectivement ces jeunes ingénieurs, s'ils doivent se loger sur Paris, ils trouvent des solutions dans des logements de petite surface quand ils sont célibataires. Les difficultés restent correctes quand ils se marient, et quand ils commencent à avoir des enfants, et finalement on reçoit tout de suite des demandes de mutation
dans d'autres secteurs que la région parisienne, puisque là, finalement, ce n'est plus attractif pour eux. J'ai rencontré aussi des responsables des relations sociales chez Total qui ont dû, dans le cadre d'accords d'entreprise, finalement, mettre en œuvre des dispositions permettant de prendre en charge le surcoût de loyer pour les jeunes cadres entrant sur le marché du travail, le temps qu'ils arrivent à des niveaux de rémunération plus en adéquation avec les niveaux des loyers, de façon dégressive dans le temps, pour les aider à se loger sur Paris. Donc effectivement, je confirme ce que vous indiquiez par rapport à cette tension qui finalement crée une relation très forte entre la difficulté d'accès au logement et d'accès à l'emploi. Et il faut effectivement trouver des solutions, et trouver des solutions déjà pour ce qui nous concerne au MEDEF, en mobilisant de la meilleure des façons notre outil principal qui est le réseau Action Logement. Merci. Juste en complément d'illustration, prenez la place considérable du tourisme dans Paris intramuros et vraiment l'immédiate première couronne. Et comment voulez-vous que les gens qui sont dans des restaurants le soir ou dans des hôtels puissent régler convenablement le problème du logement entre les difficultés de se loger à proximité et du transport public qui, à 11h ou minuit, n'est pas forcément la meilleure façon de se déplacer. Donc on a bien un problème de cohérence des politiques publiques et des actions privées sur des sujets comme ceci. Je vais me tourner vers M. Morena pour nous faire un peu part de ses réflexions sur le sujet. Je vous remercie, Président. Écoutez, moi j'abonde par rapport à tous les positionnements de la problématique que vous avez pu avoir, M. Thune également. Et on le vit au quotidien. Nous sommes l'un des CIL partenaires de l'ensemble des autres CIL dans la profession. Nous sommes pilotés par Action Logement et nous travaillons au quotidien avec des entreprises, avec des DRH, avec des gestionnaires de carrière, avec des chefs d'entreprise dont la volonté c'est de créer la richesse pour leur entreprise, de créer de l'efficacité dans leur mode de fonctionnement. Et on le vit régulièrement. Ces chefs d'entreprise nous sollicitent pour trouver des solutions au logement et ça bloque le développement. Et je ne vais pas reprendre tout ce que vous avez pu dire. Je l'ai mis un petit peu en perspective dans ma présentation parce que nous sommes un outil pour aider à trouver des solutions. Un chiffre, on est un acteur national du logement. Donc j'ai forcément en face de moi des opérateurs et des DRH, que vous citez par exemple, M. Thune, qui positionne et nous pose des problématiques et des questions logement également. Alors là, je vais essayer de poser le problème au travers de la grande mobilité, mais je le pose au travers de la mobilité interdépartementale. Plus, on peut se poser la question à partir de quand démarre une mobilité professionnelle. Chaque année, nous accompagnons, nous aidons 50 000 familles au travers des commandes que peuvent nous faire les patrons de ressources humaines des entreprises. Et c'est la juste contrepartie de leur contribution à la construction de logements et de solutions au logement. Dans notre maison, c'est un peu plus de 7 000 familles logées par année. En France, la moitié en Île-de-France. Mais on a 20 000 demandes. Voilà, c'est juste un rapport, et dont la moitié en Île-de-France. Et quand j'entends parler de logement intermédiaire, c'est extrêmement important, on voit que ça manque. On manque même parfois de demandes, parce que 90%, 95% de ces 20 000 demandes sont des normes PLAI, normes plus, et on n'est pas forcément perçu par l'entreprise qui va focaliser son besoin et son attente sur les plus nécessiteux, les personnes qui en ont le plus besoin à un moment donné, en disant les autres peut-être pourront se trouver le logement par eux-mêmes, ils vont aller voir le marché immobilier, et on a tout un travail de fond à faire qui n'est pas encore suffisamment fait au niveau global pour qu'on soit perçu comme autre chose qu'un outil qui accompagne le logement social. Le fait de dire on est un outil du logement social a fait qu'il y a un certain nombre de catégories intermédiaires qui ne viennent pas naturellement nous voir pour nous demander des solutions, alors qu'on en a. Donc on travaille ce sujet-là. L'une des manières d'aborder le sujet, c'est d'aider le DRH à poser sa politique de gestion de carrière, de gestion des mobilités, et c'est plus ce point-là que sur ce point-là que je voulais vous donner un éclairage. Alors on a 25 ans d'expérience parce que
C'est vrai que dans les années 90, les grands groupes industriels nous ont posé des questions. Nous mutons un salarié d'un bout de la France à Paris. Et puis, on ne trouve pas forcément la solution. Aidez-nous à la trouver. Déjà, il y a 25 ans, cette question nous était posée. Et elle revient en boomerang à l'intérieur de l'entreprise. C'est vraiment une problématique pour le chef d'entreprise et c'est à lui de le résoudre. Et alors, quand on se pose la question de qu'est-ce qu'il a à résoudre, et on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui touchent le logement, mais pas que le logement. Alors, je vais vous donner quelques données de cadrage sur le sujet-là. Voilà, le nombre de déménagements qu'il y a en France par an. Alors là, c'est pas que interdépartemental. Hein. Et vous avez, en grosso modo, 500 000 salariés qui sont salariés du privé, qui sont mobiles en France. Et 31 arrivent en Ile-de-France, et puis, en grosso modo, autant en l'acquittent. Il y a même des salons, aujourd'hui c'est le salon du logement intermédiaire, il y a le salon des salons en Ile-de-France, vous avez des régions qui viennent montrer aux franciliens de quelle manière ils pourraient quitter l'Île-de-France. C'est grave pour les entreprises, parce que ça veut dire que l'entreprise, elle va quitter. Alors oui, l'autre région, elle va l'accueillir, elle va essayer de séduire. Et le logement est aussi un des éléments. Pour autant, on perd de l'emploi ici, en Île-de-France. Vous avez un graphique, je ne sais pas si vous pouvez le présenter, qui montre depuis les années 70 le pourcentage de salariés du privé qui ont changé de département. Vous voyez, alors à chaque fois qu'il y a eu des chocs économiques, chocs pétroliers, crise des subprimes, bulle Internet, on voit que c'est un marché de la mobilité qui est très, très dépendant du contexte économique. Et aujourd'hui, on est à ce chiffre de 500 000. Puis après, le second graphique est intéressant parce qu'il montre le taux de mobilité selon la situation des individus dans l'emploi. Alors, on a développé cette expertise et ces travaux dans le cadre d'un travail de recherche avec Dauphine et puis un chercheur en sociologie qui s'appelle Thomas Sigaud. Et donc, je me réfère aussi à ces travaux lorsque je vous donne ces éléments chiffrés. Et ce qui est extrêmement important et qui touche le sujet, c'est que depuis les années 90, je ne sais pas si la mobilité est plus suivie par les personnes que voulue dans les années passées, n'empêche qu'elle est devenue au cœur de la problématique de l'entreprise. C'est l'entreprise qui a besoin, plus que par le passé, de bouger, de muter les différents salariés. Alors, et puis après, je vous passe peut-être les différentes données concernant nos propres salariés qui sont accompagnés. Je veux citer un sujet qui ne touche pas aujourd'hui l'Île-de-France, concernant les grands chantiers de travaux publics. Il y a quand même le plus grand chantier de travaux publics d'Europe, où il y a des milliers et des milliers de salariés qui sont allés travailler, des milliards qui ont été dépensés, et nous avons eu à gérer à la fois des ingénieurs, des cadres d'entreprises, des conducteurs de travaux, nous avons eu à gérer également des ouvriers qui ont été travaillés sur ce chantier et qui ont été accompagnés grâce à Action Logement, grâce à SIDGER et grâce aux aides qu'on a pu mettre en place. Je me pose cette question et on verra ce que nous dira l'avenir quand on a les travaux du Grand Paris, de quelle manière ils vont se mettre en place dans le temps et de quelle manière on est capable d'apporter des réponses à ces salariés, parce qu'il n'y aura pas que des ouvriers qui vont aller travailler sur ces chantiers-là, il y aura aussi des cadres de professions intermédiaires, peut-être de chez Vinci, qui vont devoir aller travailler tous les matins de l'autre côté de l'Île-de-France pour faire le travaux et qui vont peut-être avoir envie de déménager. Comment on apporte des réponses à cette problématique? Alors, pour apporter je pense, une bonne compréhension aussi à ce que vit une personne en mobilité, c'est important, là, on est tous ensemble, c'est au travers de cet aspect-là que je souhaitais traiter le sujet, parce que vous avez bien compris, je ne suis pas bâtisseur, je ne suis pas constructeur, même si je travaille dans un groupe et on a un stand et j'ai mon collègue demain, Claude Knappi, qui fera une intervention sur la construction de logements intermédiaires. C'est son métier. Mon travail à moi, c'est d'apporter des solutions en tant que prestataire de services aux RH et aux salariés. C'est important de se poser la question de ce que vit un salarié qui est en mobilité. Qu'est-ce qu'elle vit, la personne? Mettons-nous 2 minutes dans la peau de je rencontre mon RH, il me dit dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, pour faire évoluer ma carrière ou parce que c'est important dans l'entreprise, je vais être amené à bouger d'un bout à l'autre de l'Île-de-France, par exemple. C'est tout à fait possible, on le vit au quotidien et comment on traite ce sujet. Le logement est une des réponses, mais c'est presque la plus importante, mais c'est pas la seule. Et donc, il y a des dimensions qui se croisent. C'est la règle des 3, mais les 3 dimensions, des temporalités qui se croisent, et puis des blocages principaux.
il y a à la fois la dimension professionnelle, puisque c'est l'entreprise qui passe la demande, c'est l'entreprise qui vient voir son salarié pour lui demander, lui proposer cette mobilité, cette évolution. C'est à la fois une dimension qui est personnelle, individuelle, la manière dont le salarié va gérer ce sujet-là, il va se poser des questions personnelles, familiales, et puis là où intervient le logement intermédiaire, c'est une des réponses majeures qu'on peut apporter. Mais comme elle n'est pas suffisante, on va sur le marché libre essentiellement, on va très peu sur le logement social dans ces éléments de réponse. Et les trois dimensions-là se croisent, et puis il y a un certain nombre de freins qu'on essaye de résoudre. Et puis, en parallèle, il faut aussi comprendre que quand on a à travailler avec des chefs d'entreprise, des DRH sur ce sujet, il y a des dimensions de temps qui ne sont pas les mêmes entre ce que vit le salarié et ce que vit le chef d'entreprise. Le temps personnel du salarié, on lui annonce, il pense à une perspective éventuelle de mutation quand on lui pose une question dans son entretien annuel, il se fait une réflexion personnelle et familiale, il découvre le territoire, il accepte la mutation. La découverte du territoire, elle est fondamentale dans son acceptation. Oui, je vais trouver un logement à tel prix, mais je n'ai parfois pas envie d'y aller parce que je ne sais pas où je vais. Et donc, c'est extrêmement important de l'intégrer. Le temps professionnel, le chef d'entreprise, lui, il annonce, il mute. Après, c'est d'une certaine manière, c'est plus son problème et c'est pas à lui de le résoudre. Ou alors, le temps résidentiel, je pars de mon logement, j'en choisis un nouveau, des fois un logement temporaire, le temps de trouver un logement intermédiaire, et puis ensuite j'emménage. Donc c'est des temps qui sont différents et qui fabriquent des freins à l'accompagnement de salariés en mobilité. Alors il y a des blocages, hein. Le premier, je vous l'ai dit, hein, c'est l'importance de la résidence principale. Le deuxième blocage, je l'ai dit aussi, c'est j'entre dans un nouveau territoire et il y a des équilibres à faire évoluer, et je connaissais mon précédent territoire avec ses avantages et inconvénients. Je ne suis pas sûr de bien connaître le nouveau territoire. Et puis il y a la distance et l'éloignement. Parfois, faire 50 km, c'est comme traverser la France. Donc c'est extrêmement complexe, et on attend aussi de l'autre territoire qui séduise et qui donne envie à ce salarié. Et le DRH a à gérer cela. Donc il nous sollicite, il sollicite Action Logement, et on a les éléments de réponse avec nos confrères sur ce sujet. Alors pour aller juste un petit peu plus loin ce thème-là, et c'est très concret, hein, on fait tous des équilibres, on fait tous des sacrifices dans notre vie. À un moment donné, la vie quotidienne, elle est faite de petits équilibres, le temps de transport, la qualité du logement, la carrière du conjoint, la vie de couple. Oui, je vais mettre 5 minutes pour aller à mon travail, mais le logement est tout petit. Et puis, il mériterait largement d'être rénové, puis le quartier n'est pas terrible. Ou à l'inverse, je mets 1h30 parce que j'habite à la campagne de l'autre côté de l'Île-de-France. Tous les matins, je suis dans les transports, et c'est vraiment compliqué que vous précisiez avant. Donc à la fois, moi je pense que c'est important quand on s'exprime avec des élus de collectivités territoriales, quand on parle avec eux, avec nos collègues qui bâtissent, c'est extrêmement important d'intégrer tous ces éléments parce que chaque territoire a ses forces, a ses faiblesses, a ses ressources. Et ce qui marche dans un endroit ne va pas forcément marcher dans un autre territoire. Donc les personnes font des sacrifices. Et notre travail à nous, il est humain là. Et pas je construis des logements, on fait ce qu'on peut avec ce qui existe sur le marché. Notre travail à nous, c'est de savoir aider le salarié à faire des sacrifices. À quoi il est prêt à renoncer, sincèrement, pour dire oui, et en échange de quoi on échange. Alors, il n'y a pas que toujours des problèmes financiers. On a fait une enquête de satisfaction, hein, puisqu'on a accompagné 11 000 salariés dans ce cas. Les dernières années, ils ont tous été logés dans le patrimoine, dans des logements intermédiaires ou libres. Voilà, 39% nous disent, nous, ce qui est important, c'est l'amélioration du cadre de vie. 35%, l'amélioration de la vie professionnelle. La qualité de vie et l'expérience sont importants. Ça ne vient pas forcément toujours en premier dans les réponses. Donc le cadre de vie, au-delà du logement en tant que tel, c'est fondamental. Et puis, ils veulent des réponses rapides. C'est ça qui est compliqué. On parle de logement, on dit qu'il manque de logement. Si on discute avec un RH et il nous dit, voilà, mes salariés ou mon centre de recherche va bouger de 40 km en Île-de-France, trouvez-moi des solutions. C'est clair que la solution, on ne la trouve pas comme ça en construisant en 3 mois ou en 6 mois. Et c'est là qu'on a besoin de coproduire et de travailler à plusieurs sur ces sujets. C'est là que je trouve que c'est extrêmement intéressant ce travail. Et plus la zone est tendue, plus c'est compliqué, effectivement. Alors bon, c'est quoi les solutions ? Parfois, on fait des voyages de découverte, on va chercher dans le parc libre, on fait l'entremise, on va parler à des propriétaires individuels, on discute.
et on explique que nous avons des actifs à loger et on a des aides d'Action Logement qui s'appelle aussi Pass Mobilité, dont l'essence même, c'est d'apporter cette réponse. Et l'ensemble de la profession, l'ensemble des acteurs et de mes collègues et de mes confrères qui bossent sur le sujet, on est vraiment fiers de l'utilité sociale qu'on apporte là, dans ce cas-là. Alors, moi, je pense peut-être, parce qu'en conclusion, il y a des attentes qui sont mutuelles. Bon, j'ai présenté les trois acteurs avec le triangle. Donc, vous avez, pour résumer, l'entreprise qui, elle, a organisé la mobilité de ses salariés. Vous avez les acteurs institutionnels, voilà, les CCI, l'État, le MEDEF, les partenaires sociaux, l'USL, nous, CIL, on est là. On a, voilà, il y a des marchés qui se régulent, qui sont à réguler, le marché de l'emploi, le marché du logement. Le salarié, lui, il a des contraintes ou des opportunités. C'est à lui de choisir. Et chaque acteur a des attentes qui sont extrêmement mutuelles sur ce sujet-là. Et seul, on n'arrive pas à traiter ça. Les attentes, vous les voyez. Hein, l'entreprise, elle, j'en citais une, a volonté voilà, de réduire ses coûts, d'ajuster, de se développer. Elle a une volonté sincère de faire circuler les connaissances dans son entreprise. Donc, voilà, c'est fondamental qu'un certain nombre de populations qui ont des savoir-faire bougent dans l'entreprise pour ce sujet. Elle a géré des carrières, donc voilà, elle doit inciter à la mobilité, on le voit, souvent elle l'incite, parfois quand elle est trop nationale et qu'elle a trop de refus parce que c'est trop compliqué à gérer, elle la gère sur des grandes régions. C'est clair, ça se ressent beaucoup. Les acteurs institutionnels, ils ont, eux, à maintenir l'emploi, à améliorer l'efficacité productive, à contribuer à la revitalisation des territoires, au développement de ses propres territoires. Et puis, le salarié, lui, il attend qu'on sécurise son parcours professionnel. Il attend qu'on facilite cette transition. Nous sommes un facilitateur, mais on n'est pas sans doute suffisant. Voilà, il a à développer sa carrière, il a à se stabiliser, à enrichir son travail. Voilà les trois acteurs, le jeu de ces trois acteurs avec ces attentes mutuelles qui sont extrêmement majeures. Et puis, vous avez en plein milieu le marché de l'immobilier. Je n'arrive pas à l'appeler le marché du logement intermédiaire parce que c'est trop réducteur. Oui, on pourrait y mettre le marché du logement social, mais en Ile-de-France, c'est tellement compliqué d'obtenir un logement social que les listes d'attente sont tellement longues. On n'arrive pas à apporter cette réponse immédiate à notre entreprise qui nous dit qu'il faut m'aider à accompagner un salarié en mobilité. Je ne dis pas qu'on n'y arrive jamais, mais c'est un enjeu majeur. Donc le salarié, lui, par rapport à l'entreprise et ce marché de l'immobilier, se pose la question des coûts de l'immobilier, des coûts du loyer, jusqu'où l'entreprise est prête à financer, il accepte la mobilité, jusqu'où on va, vous citez Total, c'est clair que tout le monde n'est pas Total, et la PME, comment elle fait? C'était sujet. L'entreprise et l'acteur, voilà, le marché il est rigide, on ne construit pas du jour au lendemain, et puis il y avait aussi un paradoxe à un moment donné, parce que parfois on a des volontés politiques pour rendre les gens propriétaires. Donc, mettre des dispositifs en place pour les faire qu'ils soient propriétaires. Alors là, c'est encore plus dur pour nous. Comment on fait pour aider les gens qui sont propriétaires à bouger? Ça serait encore un autre débat. Mais voilà, c'est des sujets un peu paradoxaux qui sont à mettre en œuvre. Voilà, je ne veux pas être trop long. Je pourrais encore développer tous ces sujets, mais ça donne, si vous voulez, un cadre peut-être pas complet sur la problématique, mais intéressant, il me semble. Merci, je crois effectivement que c'est très intéressant. Avant de passer la parole à M. Thomy, moi je voudrais avoir juste 2-3 réactions autour de ce que vous avez dit de part et d'autre. Le premier point, je suis d'accord avec vous. Je disais tout à l'heure que nous avions peut-être été les inventeurs de la notion de logement intermédiaire. C'est simplement une segmentation du marché. Nous constatons qu'il y a discontinuité du marché et cette discontinuité au cœur de la courbe de Gauss est un véritable problème. Je ne crois pas qu'il faille identifier un marché du logement intermédiaire en tant que tel, et en particulier, je crois qu'il faut éviter de créer une sorte de super logement social. D'ailleurs, on voit que le PLS, par exemple, a beaucoup de mal à fonctionner, où, je ne sais plus lequel de vous deux, entre vous et M. Thomy, me disait tout à l'heure que finalement, vous aviez du mal, quelquefois, à faire identifier l'offre qui est faite. Je crois que nous devons travailler à ce que acteurs publics plus acteurs privés réussissent
à recréer la continuité du marché entre le logement social qui correspond à quelque chose de très précis et ses limites et le reste du marché. Le deuxième point, je pense par rapport aux expériences que j'ai connues il y a 10 ou a fortiori 20 ans, que les entreprises sont extraordinairement prudentes sur le logement de leurs collaborateurs. Elles en ont un besoin très important, mais je pense qu'elles ont été échaudées d'abord par le sort qui a été fait partiellement au 1% logement, et de manière plus générale, à éviter de mettre le doigt dans l'engrenage dans lequel on les met volontiers, qui les amène à assurer la responsabilité de tout et n'importe quoi. Donc, très légitimement, nos entreprises, nous-mêmes, puisque je suis chef d'entreprise, nous avons tendance à éviter d'entrer dans cette problématique. On constate que c'est un frein très important à l'embauche, donc au développement de nos entreprises, mais en même temps, on ne veut pas qu'on nous dise si c'est ça, allez-y, vous allez payer ci, vous allez payer ça, mais de toute façon, vous ne le dirigerez pas, et en tout cas pas tout seul, parce que c'est un intérêt collectif. Donc on a là une vraie problématique, qui est quelle responsabilité des entreprises et comment s'exerce-t-elle. Et ça pourra faire l'objet de développement à l'occasion de vos questions. Dès que nous aurons entendu M. Thomy, je vous passe la parole. Je vous remercie. Bon, je ne parle pas uniquement au nom de Lyon, bien que je vienne de Lyon, je suis délégué USL pour PACA Rhône-Alpes. Je représente également l'USL, Leila Germoni, qui n'a pas pu être des nôtres ce soir. Alors, moi, plutôt que j'avais préparé tout un développement sur la question qui nous occupe, je préfère du coup picorer, si je me permets l'expression, par rapport à tout ce que je viens d'entendre, qui évidemment suscite chez moi un certain nombre de réactions. D'abord, quelques observations. Bon, 60% des salariés qui travaillent dans le pôle métropolitain, je ne dis pas la métropole, je dis le pôle métropolitain de Lyon, sont des salariés qui viennent de l'extérieur. Bon. Donc on imagine les mouvements pendulaires, les transports qui deviennent de plus en plus difficiles, les coûts que cela engendre, etc. etc. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire. On voit bien quelques problèmes qui commencent à se poser à certaines entreprises. Je pense notamment d'Entresangles, qui vient de s'implanter également à Lyon. Qui, d'après ce que j'ai cru comprendre, aimerait bien avoir des logements relativement plus proches de Pardieu, du secteur de Pardieu, que plutôt d'avoir des salariés qui sont dans le Nord-Isère, dans le Pays viennois, ou que sais-je encore. Donc, jusqu'où vont les petits sacrifices? Je reprends l'expression de Luc Morena. Est-ce que les salariés sont d'accord pour faire 1h30 venir travailler, en voiture par exemple, ou est-ce qu'ils veulent habiter près du lieu de travail? Bon. C'est une question qui se pose, à mon avis, ça continue à se poser de façon moins cruciale. La cassure dont vous parliez tout à l'heure est moins importante, à mon avis, en province, disons, y compris en PACA. Et en Rhône-Alpes qu'en Île-de-France. Cela dit, elle existe quand même. Donc c'est une question qu'on doit prendre en compte. Deux dernières remarques. C'est un exemple que je cite souvent parce qu'il m'a beaucoup frappé. Lorsque l'entreprise Virbac a voulu installer un département dans les Alpes-Maritimes, un département donc et faire venir des salariés. Donc Virbac, c'est une entreprise de santé animale, qui est mondiale, qui est représentée par Virbac France et qui a voulu s'installer dans les Alpes-Maritimes. Ils ont eu un besoin urgent de logement pour loger des salariés, donc pour donner du corps à leur projet. Cela étant, c'est vrai que lorsque je pose la question au CIN Méditerranée, qui s'est occupé de la question avec l'Office public des Alpes-Maritimes, c'était plus des gens qui relevaient du plus, voire du PLI, que les salariés en question, je parle, que du logement intermédiaire. Et enfin, dernier point, le pays GEX, on évoquait tout à l'heure avec le président, c'est vraiment un cas très particulier parce qu'on a là des salariés qui sont quand même des salariés, on va dire, de niveau, de très haut niveau, de haut niveau, avec, je dirais, toute la problématique de la zone frontalière, etc., etc. Donc, si vous voulez, ce que je voulais dire à travers ces exemples-là, c'est qu'on a une mosaïque de cas de figure et qu'il faut tenir compte des réalités locales
on est sur un marché de niche, comme disent certains. Enfin, quand on parle si on veut parler de marché, en tout cas, en ce qui concerne le logement intermédiaire, en tout cas, dès qu'on quitte l'Île-de-France, les situations doivent être pesées de façon vraiment très fine. Bon. Alors, en ce qui concerne l'USL, enfin Action Logement, la mobilité et le logement intermédiaire, c'est évidemment une préoccupation centrale. Hein. Je dirais que même toutes les aides, tous les services d'Action Logement, ils peuvent se décliner autour de la mobilité, y compris d'ailleurs le fait de financer des logements HLM et donc réserver des logements pour les salariés des entreprises, bien sûr. Bon. Donc c'est une préoccupation importante et constante et qui répond à un besoin avéré. Bon. Et par ailleurs, si on réfléchit sur le logement intermédiaire à proprement parler, on se rend compte que c'est un cas de figure un peu spécial parce qu'en fait l'accès à l'offre n'est pas balisé en quelque sorte. Enfin, une expression vaut ce qu'elle vaut, mais comme je le disais tout à l'heure, en dehors de cette table ronde, quand un salarié veut faire une demande de logement social, bon, on voit à peu près comment les choses se passent. Si ce salarié est assez, je dirais, peut se permettre d'aller dans le logement privé, dans le privé pur et dur, on voit, c'est pas très compliqué non plus. En tout cas, de faire la démarche. Pour le logement intermédiaire, c'est beaucoup moins évident. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que le besoin ne rencontre pas forcément l'offre, et en tout cas, ne rencontre pas forcément dans des délais raisonnables. Donc c'est un peu le problème que nous avons. Alors en ce qui concerne le premier point, c'est-à-dire l'importance qu'on accorde au logement intermédiaire, écoutez, il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé dernièrement à travers la signature de la convention quinquennale 2015-2019 du 2 décembre 2014 entre l'État et Action Logement. On est en train on a mis dans le cadrage financier une enveloppe maximale pour le logement intermédiaire de 160 millions d'euros. Alors certes, elle est peut-être à confronter au milliard 2 pour le logement locatif social, mais ces 160 millions d'euros, c'est quand même un bond par rapport à 2013, où on était, si je ne m'abuse, à 2014, on était à 70 millions d'euros, et à 40 millions d'euros en 2013. Donc on voit bien qu'il y a un effort qui est quand même consenti, qui est énorme, de la part de l'USL Action Logement, pour des prix. Alors je vais pas faire le représentant de commerce, mais bon, le prix en l'occurrence, qui est accordé dans ces cas-là au titre d'Action Logement est quand même très intéressant, puisque c'est un prêt à 0,25 à 30 ans. 0,25, c'est pas tout à fait cela comme ça. C'est le résultat d'un calcul, donc je vous fais grâce. Mais aujourd'hui, c'est 0,25 à 30 ans, qui peut couvrir 30% donc du prix de l'opération, dans la limite, bien sûr, de ce qu'on appelle, nous, la valorisation des réservations obtenues à travers des règles communes qui sont définies régionalement. Donc c'est quelque chose qui est quand même très intéressant. Et qui est nous l'espérons en tout cas, une offre qui va donner ses résultats. J'entendais tout à l'heure, lors de la table ronde précédente, qu'il n'y avait pas de filiales qui s'occupent, ou très peu de filiales qui s'en occupent. Écoutez, moi je suis désolé, mais les filiales, j'entends parler de filiales s'occupant du logement intermédiaire depuis un moment. Alors je ne les ai pas toutes en tête, excusez-moi pour les filiales qui sont dans la salle, mais enfin, je connais au moins Promédia pour Amalia, Entreprise Habitat Immobilier pour Entreprise Habitat, Parloniam pour Acier Méditerranée. Enfin, il y a quand même un certain nombre de filiales qui s'occupent du logement intermédiaire, quand même, en France. Des filiales de CIL. Voilà. Alors, quand on dit... je vais sortir de l'aspect purement produit, parce qu'en fait, le problème n'est pas le produit, en l'occurrence. La plupart des aides d'Action Logement et des services d'Action Logement, justement, ce sont des services. Le problème, me semble-t-il, du PLI, plus exactement du logement intermédiaire, c'est qu'il n'est pas encore un service, il n'est encore qu'un produit. Et on n'a pas mis le service autour. C'est toute la difficulté. Cela dit, ça répond quand même à un besoin avéré. Alors j'ouvre une parenthèse, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que dans le logement intermédiaire, nous mettons non seulement le logement intermédiaire à proprement parler, nous finançons le logement intermédiaire à proprement parler, mais également la colocation, qui est financée également à ce titre-là. Bon. Alors, pour nous, cette politique en faveur du logement intermédiaire, elle est très très importante, parce qu'en fait, elle s'insère dans
une réponse à un besoin de mobilité qui en fait touche, si vous voulez, à la politique de recrutement des entreprises, mais aussi quelque part à l'attractivité des territoires. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes dans une démarche, je le dis souvent quand j'interviens dans d'autres cadres, lorsque nous essayons d'engager une démarche de partenariat avec une collectivité territoriale, le premier acte que nous faisons, c'est d'aller voir le responsable de développement économique avant de voir le responsable du logement. Bon. Donc, pour nous, le sujet dont on parle ce soir, comme on pourrait parler aussi d'autres sujets du logement, il n'y a pas que le logement intermédiaire, bien sûr, on l'a déjà souligné, mais c'est comme ça s'inscrit quand même dans une problématique de développement économique et d'attractivité territoriale, donc sur lequel on ne peut qu'intéresser les collectivités territoriales. Alors que ces collectivités territoriales cèdent à la mode et ne regardent pas forcément toujours, enfin, j'entendais dire tout à l'heure qu'effectivement on veut des PLI partout et puis bon, on n'est pas forcément toujours enfin on regarde pas les choses aussi finement qu'il faudrait le faire, mais ça peut être compréhensible parce que l'intérêt d'un maire ou d'un président de PCI quel qu'il soit, c'est quand même de faire, enfin moi je suis bien placé pour le savoir puisque j'ai quand même un maire et un président aujourd'hui de métropole qui est obnubilé par le développement économique de sa métropole. Donc, si vous voulez, c'est son premier dada, si j'ose dire. Et donc, pour ce président-là, le logement intermédiaire, effectivement, est un outil qui est très, très fort et qui doit être promu. Alors, après, je finirai sur ce que je disais concernant les difficultés. Enfin, des difficultés, plus exactement, la difficulté à appréhender cette niche dont je parlais tout à l'heure, à défaut de parler de marché. C'est que, on l'a dit, on l'a évoqué, ça n'a de sens que s'il y a un différentiel. Bon. Et ce différentiel, il n'est pas toujours évident dans la plupart, enfin, des communes, enfin, des territoires, enfin, en tout cas que je connais, y compris d'ailleurs dans les Alpes-Maritimes. Hein, ou dans les Alpes-Maritimes, je veux dire dans PACA comme en Rhône-Alpes, quoi. À mon sens, à notre sens, le sujet, c'est que on a un produit qui n'est pas forcément bien connu, hein, une offre, ou enfin, disons un produit, le terme n'est peut-être pas forcément adéquat, disons un service qui n'est pas assez connu, qui n'est pas très bien distribué, je pense que, bon, mon voisin peut-être serait d'accord avec cela, et où finalement on est écarté du jeu, y compris par ce qu'on appelle le logement, enfin le PLS, que certains appellent le PLS++, hein, qui à un moment ou à un autre, si vous voulez, rend les efforts au niveau du logement intermédiaire un peu caducs. Hein. On n'a pas de circuit d'accès balisé, je le disais tout à l'heure. On a un circuit d'accès au logement locatif social balisé, on l'a au niveau du libre, oui, mais pour l'intermédiaire, en fait, il n'y a pas de véritable distribution. Et donc aujourd'hui, le CIL est obligé d'aller chercher son candidat, alors que dans les autres cas de figure, c'est l'inverse qui se passe. Bon. Donc ce n'est pas forcément très facile à gérer, sauf à travers des démarches de type mobilité ou lorsqu'il y a effectivement des services extrêmement trapus à ce niveau-là, où on arrive quand même à faire ce rapprochement offre-demande. Bon. Par ailleurs, la tentation dans certains secteurs est grande de financer des faux PLI, on va dire, enfin du PLI, mais en fait qui est le faux nez du PLS. Bon. C'est à notre sens un des grands dangers du dispositif, parce que ça veut dire que on met de plus en plus de fonds propres dans les opérations pour pouvoir passer dans les purs et pour pouvoir répondre à des ménages qui effectivement vont certainement trouver cette offre à leur goût, enfin en tout cas au niveau du PLS+, du PLS+, excusez-moi, mais bon du coup, enfin pour arriver à passer dans ces plafonds de loyer et ces plafonds de ressources, on va être obligé de mettre énormément de fonds propres. On a des statistiques là-dessus. C'est vrai qu'on peut monter très très haut, autour de 35, 40 000, 50 000 euros par logement, ce qui est quand même assez énorme. Voilà. Je crois que j'ai à peu près fait le tour de mon picorage. Voilà. Et je peux répondre à vos questions si vous le souhaitez. Merci. Avant de passer la parole à la salle, je me tourne vers mes deux
compagnons, est-ce que vous avez sur ce qui a été dit entre nous des réactions, des ajouts, des éléments de discussion? Moi, ce que je veux retenir, c'est, je l'ai noté, le PLI n'est resté qu'un produit, il doit devenir un service. C'est l'essence même de mon travail et l'essence même du travail de mes confrères, d'être capable de le faire savoir aux entreprises pour aller générer des demandeurs. Et je vois mes collègues dans la salle qui savent de quoi je leur parle. Alors moi j'ai noté la même chose, effectivement. Pas de parcours balisé. Les CIL doivent aller chercher leurs candidats alors qu'il y a pléthore de candidats sur le marché du social et accès normal de candidats au marché du libre. Donc je crois qu'en tout état de cause, si nous n'avions qu'une première recommandation à faire, ce sera certainement de restructurer complètement l'offre, la connaissance au niveau des candidats et le passage de l'information au niveau des entreprises et des entreprises de toute taille. Parce qu'on parle des entreprises, clairement les grandes entreprises sont plus ou moins préparées à aller vers ça. Les PME sont totalement désorientées à propos de ce problème. Donc je pense que c'est un sujet qu'il faudra qu'on traite. Je peux vous dire... Allez-y, bien sûr. Les grandes entreprises sont très bien préparées pour générer de la demande plutôt sociale, plutôt de salariés en mobilité parce qu'elles ont un problème à gérer. Bien sûr. Le libre, parfois, c'est à nous de faire le travail, comme on l'a dit. Oui. Quand je vous disais qu'on a 24 000 demandes de logement, ces 24 000 de logements, la moitié viennent d'entreprises de petite taille ou d'entreprises de taille intermédiaire, moins de 3 000 salariés ou 200 salariés. Donc dans les PME aussi, on arrive à trouver les voies et moyens, bien que parfois on ait un éclairage extrêmement fort de grandes entreprises qui parlent fort sur le sujet, effectivement. Mais ça veut clairement dire, je me tourne vers mon voisin, que nous avons, je dirais, syndicats patronaux et organisations patronales comme le MEDEF et probablement CGPME et les chambres de commerce à travailler ensemble sur ce sujet pour mieux sensibiliser les entreprises. Complètement. Le deuxième point qu'on n'a pas du tout évoqué, mais c'est ce que Sylvia Pinel disait tout à l'heure, c'est effectivement les mesures qui ont été prises qui sont quand même bonnes à prendre. C'est la TVA à 10% et l'augmentation du taux de constructibilité à 30%. Nous, chambres, avions recommandé que ce soit 50%. 30, c'est mieux que rien, c'est un peu moins bien que 50, mais ça fait partie déjà des premiers éléments pour faciliter cet accès. Mais je crois qu'il faut qu'on soit très attentif, que ce soit bien une forme d'un marché normal, donc pour moi un marché est quelque chose de libre, oui. Même s'il y a des encadrements, des règlements, plutôt qu'une catégorie complètement encadrée qui ne fera que créer des problèmes supplémentaires. Vous avez une réaction sur... Non, je partage ce que vous évoquez. Ce dont on se rend compte aujourd'hui au niveau du logement, c'est qu'en fait, effectivement, l'État s'est tellement occupé du sujet, et je me souviens de la volonté qu'avait comment s'appelle-t-elle, la ministre précédente, Cécile Duflot, oui. Finalement, de réguler le marché. C'est qu'en fait, l'État, à vouloir trop s'immiscer dans le marché, l'a compliqué, et c'est ça finalement qui crée l'augmentation des prix que l'on évoque, quoi. On est dans un marché, si on peut parler de marché d'ailleurs, je pense qu'on peut même plus parler de marché pour ce secteur du logement. On est dans un secteur finalement où il y a une grande pénurie, hein, avec une réglementation qui contraint les opérateurs, et c'est ça qui fait grimper les prix, alors qu'en fait la solution principale, c'est de libérer l'offre, à commencer par l'offre de terrain, simplifier les relations entre les bailleurs et les locataires pour finalement donner envie d'investir dans le logement, et ce n'est qu'en faisant ça finalement qu'on va faire baisser que les prix vont se réguler d'eux-mêmes, hein. Et donc, vous voyez, on arriver à dire finalement que pour trouver un peu une solution, il faut encore réglementer pour créer une niche supplémentaire. Je trouve ça relativement aberrant, et effectivement on marche sur la tête. C'est clair, je ne l'ai qu'effleuré tout à l'heure, que la politique du logement restait, y compris dans le cadre de la métropole du Grand Paris telle qu'on la voit aujourd'hui, au niveau des communes, alors que nous sommes dans une démocratie du résident,
est un véritable sujet. Là, on a un problème de gouvernance politique au premier sens du terme. Nous savons tous que sur un territoire, rares sont les habitants qui ont envie qu'on passe de l'état pavillonnaire à la construction de logements, même de petite hauteur, que construire des logements signifie faire des infrastructures en matière de crèches, en matière d'écoles et en matière d'infrastructures collectives. Donc ils sont très peu nombreux, on connaît quelques-uns dans mon département, mais vraiment pas beaucoup, et sur les autres départements de la Couronne c'est bien la même chose, on connaît très peu de maires qui aient vraiment très très envie de construire, sans compter la réaction de crainte d'un déséquilibre politique, d'un déséquilibre électoral par rapport à la situation qui prévaut à un moment donné. Donc c'est probablement le premier sujet, sans compter, en particulier sur la région parisienne, l'importance des terrains qui n'appartiennent pas à la commune ou qui ne sont pas disponibles par la commune, mais qui appartiennent à l'État, à des organismes publics ou semi-publics. On va parler de la SNCF, de la RATP, de la Poste, de la région dans un certain nombre de cas. Donc ceci complique la vie de manière évidente. Bien, on va peut-être passer la parole à la salle, soit pour des questions, soit peut-être plus encore pour des réactions, des compléments ou des contradictions, si ce qu'on vous a dit ne vous paraît pas pertinent. Mesdames et messieurs, à vous la parole. Diable. Et en plus, on n'a pas préparé la première question plus ou moins clandestine. Alors, je vous en prie, faites comme si on vous l'avait demandé. Merci. Bonsoir. J'ai presque envie, au travers de votre dernière table ronde, d'ouvrir un peu plus large, en tenant compte aussi de tout ce que nous avons pu entendre ce matin. Moi, je suis moi-même intervenant demain et j'aborderai une question qui touchera également à la construction, plutôt la construction industrialisée. La réflexion que je me fais, j'entends qu'il y a des blocages en tout, dans certaines circonstances politiques, dans d'autres techniques, des blocages et des contraintes économiques. Je dirais quelque part, il faudra essayer de libérer les énergies, essayer de trouver peut-être des solutions nouvelles. Aujourd'hui, face à cette difficulté de logement, qu'elle soit intermédiaire ou plus générale, il y a des initiatives qui sont en cours de développement. C'est vrai, j'ai toujours l'impression, dans ce que j'entends, que tous les constats sont faits, mais que l'on hésite ou que l'on n'ose pas ou que l'on ne regarde pas des innovations de toutes sortes. Pourquoi pas constructives, évidemment, je pense à ce que nous sommes en train d'essayer de mettre en œuvre, mais qui essayent de poindre et qui néanmoins ne trouvent pas moyen d'émergence parce qu'on en reste dans des schémas, entre guillemets, qui me paraissent assez figés pour X raisons. Alors je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez voir au travers de tout cela? Voulez-vous les uns les autres régir? C'est vrai qu'effectivement, ce que vous évoquez, c'est le triste constat aujourd'hui, c'est que la problématique du logement, on l'a tournée dans tous les sens et ça fait des années que l'on tourne autour du sujet. Il y a des ouvrages qui ont été réalisés, il y a des colloques qui ont été réalisés. Systématiquement, l'ensemble des acteurs font les mêmes constats, font les mêmes propositions finalement pour traiter les problèmes qui sont liés à un ensemble de blocages qui résultent de l'afflux de réglementations qui sont complètement en contradiction avec ce qu'il faudrait mettre en œuvre. Et effectivement, systématiquement, c'est ce qu'on nous indiquait quand on a présenté notre livre blanc sur le logement. Ce que vous nous dites finalement en termes de propositions, ce sont des banalités. Quelle est la grande innovation, comme vous évoquez? Mais aujourd'hui, on est tellement au bout du bout qu'à la limite, il n'y a pas d'innovation malheureusement apportée. Ce qu'il faut, c'est enfin, plutôt que de traiter les conséquences, puisqu'on est au bout du traitement des conséquences avec un coût budgétaire relativement élevé pour la nation, il faut traiter effectivement les véritables causes du problème de façon pragmatique, finalement en traitant les différents sujets que l'on a évoqués pendant notre intervention. Ce qu'il faut, c'est que les élus politiques aient le courage de les traiter. Quand on parle du problème du foncier,
Récemment, j'ai eu la curiosité de lire un excellent ouvrage qui s'appelle L'utopie foncière, qui a été écrit par Edgar Pisani, puisque l'attention a été attirée par ses rééditions. Et le bouquin, il date de 1967. Et en 1967, on pointait déjà la problématique du foncier en essayant de voir éventuellement si on n'avait pas intérêt à municipaliser les sols et cette problématique-là. Et la solution, cette solution-là, que je peux difficilement mettre en avant en représentant le MEDEF, c'est quand même la clé du problème. Alors, on a eu l'occasion de bavarder un tout petit peu avant la table ronde. Moi, j'ai tendance à faire une analyse qui est probablement simplificatrice, elle est peut-être non complètement pertinente, mais c'est quand on fait l'analyse du problème, on a trois niveaux. On a le niveau du foncier, on a le niveau de la construction en prenant les différents aspects de la construction, le coût de la construction, mais en particulier l'impact des normes, et à trop vouloir bien faire et à protéger tout le monde, on voit très bien quelles en sont les conséquences. Et comme on est dans le domaine du locatif, qui est vraiment, en ce qui me concerne, quand même un élément très très important, le troisième point, c'est le coût de gestion et le rapport entre propriétaires collectifs et locataires. Et voilà trois sujets sur lesquels, de mon point de vue, on peut travailler. En ce qui concerne le foncier, le premier point, c'est la libération du foncier. En prenant beaucoup de précautions, moi j'ai beaucoup discuté avec le maire de Nanterre, avec lequel on a vraiment, étant président des Hauts-de-Seine et logé à Nanterre, on a eu l'occasion de beaucoup discuter. Le maire de Nanterre a une vision vraiment importante du sujet, et il m'a dit un jour, vous avez complètement raison, le logement intermédiaire, c'est très important. Et nous étions, pardon, c'est une anecdote, mais elle illustre bien de mon point de vue la problématique. La Chambre avait été propriétaire d'une partie de ces locaux sur Nanterre. Nous avons vendu, regroupé l'ensemble de nos équipes sur un locatif de bonne qualité, et nous souhaitions vendre notre local. La mairie voulait le prendre, mais à taux évidemment, à prix évidemment décoté, et m'a expliqué très benoîtement que oui, faire du logement intermédiaire serait très bien, mais que comme au niveau de sa commune, il avait imposé un PLU dans lequel toute opération de plus de 30 ou 40 ou 50 logements devait se traduire par 40% de logement social, eh bien, il ne pouvait pas équilibrer de manière économique avec du logement intermédiaire. Donc, tirer le rideau, c'est terminé. Et deuxièmement, que oui, il voulait faciliter l'accession de la classe moyenne, enfin l'arrivée de la classe moyenne, mais ça ne pouvait faire que par l'accession à la propriété. Donc, une décote du prix du terrain, ou s'arranger en tout cas pour que le prix ne soit pas trop élevé, pour avoir un prix de sortie en accession à la propriété qui soit de bonne qualité. Mais la conséquence de l'accession individuelle à la propriété, c'est qu'au bout de quelques années, sur des territoires qui sont évidemment appelés à se développer, dont les prix sont appelés à monter, il y a derrière ça une forme de spéculation. Donc, quand vous avez pénurie, comment allez-vous attribuer la pénurie? Et à partir de là, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Et en tout état de cause, ça n'augmenterait pas le locatif intermédiaire. Donc, on a toute cette problématique de terrain qui est la disponibilité des terrains, la capacité, comme je le disais tout à l'heure, dans le cadre d'une démocratie résidentielle, la capacité pour les électeurs résidents à accepter la densification, ou soit densification verticale, soit densification horizontale. Et donc il y a un premier problème qui est un problème de terrain. Le deuxième point sur la construction, on va avoir là, je dirais, deux éléments qui sont la capacité des constructeurs, soit à travers une meilleure industrialisation, un changement des normes, autre chose de ce genre, d'améliorer le rapport qualité-prix, soit, et probablement pas soit, et revoir complètement un certain nombre de normes, dont Madame Duflot, dont je n'ai pas toujours partagé, loin de là, les visions, mais qui a quand même eu le mérite d'intégrer cette notion de logement intermédiaire, et qui a affiché la volonté de revoir les normes, même si elle ne l'a pas fait, a commencé à pointer du doigt qu'on était allé beaucoup trop loin. L'augmentation de la dimension des couloirs pour pouvoir permettre la circulation des personnes à mobilité réduite à tous les étages et dans tous les couloirs d'un logement, ça a comme conséquence qu'on ne construit plus. Comme d'ailleurs cette norme sur l'évolution des hôtels.
conduira, le jour où elle sera appliquée, à la disparition d'un certain nombre d'hôtels sur le territoire. Donc on a bien ces normes qui sont faites, qui sont pleines de bonne volonté pour améliorer la vie des citoyens, tous les citoyens, sur un traitement d'égalité, mais qui ont comme conséquence de dégrader de manière substantielle la vie des dits citoyens. Sur ces deux sujets, et je reprends ce que disait M. Thune à l'instant, on est sur un problème de politique. Nous pouvons dire, nous avons fait les uns et les autres le diagnostic et j'allais dire l'étude d'impact, c'est-à-dire les conséquences de la situation actuelle sur le développement économique. Nous sommes là au bout du chemin. Alors on répète, on redit, mais sur ce point comme sur d'autres, nous ne pouvons que dire aux politiques nationaux et d'autres échelons, régionaux et plus locaux, faites attention, pour des raisons qui sont parfois de bonnes raisons, parfois des raisons idéologiques, parfois des raisons purement politiques, politiciennes, et souvent un mix des trois, nous arrivons à une situation qui est grave sur le plan collectif. Ouvrez vos yeux, on est prêt à vous aider, on est prêt à accompagner ça, mais nous ne pouvons pas aller plus loin parce que nous n'avons pas le pouvoir de décider. Et il faut que nous nous souvenions les uns et les autres que dans notre fonctionnement, il n'y a pas de pouvoir économique. Je répète, on est dans une démocratie du résidentiel, ça vous paraît éventuellement banal de le dire, il n'empêche que ça a des vraies conséquences. L'argent est créé par les entreprises, exclusivement par les entreprises, et il est dépensé sous d'autres formes par le politique. Donc nous allons jusqu'au bout du raisonnement, nous disons, voilà notre diagnostic, nous le disons de manière très claire, mais nous ne pouvons pas prendre les décisions à votre place. Simplement, on vous dit, attention, la facture que nous aurons tous à payer, voilà ce qu'elle est. Le troisième point, et vous êtes un certain nombre dans la salle à gérer ça, c'est comment structurer le fonctionnement des propriétaires collectifs dans des rapports avec des locataires existants, mais aussi, ce que vous disiez, sur l'acquisition des locataires, sur la commercialisation, sur le fait qu'on mette ça en avant. Et je pense qu'il y a un effort important à faire, et là, qui est dans notre sphère collective, à la fois les entreprises dont les salariés sont demandeurs, et les actuels CIL ou autres organismes, et probablement demain, parce que je sais qu'elles vont revenir, les compagnies d'assurance qui sont en train de se réintéresser à la chose. Nous sommes en particulier dans une période de taux d'intérêt extraordinairement bas. C'est un facteur qui devrait faciliter grandement la reprise de la construction. On est revenu dans un monde où le rendement des investissements dans ce domaine, quelles que soient les contraintes, commence à redevenir intéressant pour des acteurs investisseurs institutionnels, et les rendements qu'ils obtiennent aujourd'hui à partir des marchés financiers sont tellement bas que, en particulier le domaine de l'assurance vie, est amené à se réintéresser à un certain nombre de choses. Je regrette à certains égards et pas à d'autres que l'investissement immobilier réalisé soit fondamentalement de l'immobilier de bureau, et que l'immobilier d'habitation ait été abandonné par ces grands investisseurs de long terme qui ont besoin de stabiliser leur rendement. Et ça, c'est un point sur lequel nous devons collectivement travailler, les opérateurs actuels, les grands investisseurs institutionnels, le monde financier et le monde économique, pour trouver d'autres formules. Mais ce travail que l'on peut faire plus directement ne servira pas à grand-chose si le monde politique, soit directement à travers les actifs qu'il détient ou qu'il contrôle, soit à travers la politique de Nord, n'évolue pas rapidement. Mais si nous ne le disons pas fortement, alors pour le coup, on n'arrivera à rien. Je ne sais pas si je réponds à votre interrogation, mais j'avoue mon impuissance à partir d'un certain niveau, hein, c'est très clair. Et pour illustrer les propos de M. Durance, il y a un an ou deux, donc, un certain nombre de fédérations professionnelles, au rang desquelles la Fédération du bâtiment, la Fédération des promoteurs immobiliers, associées à l'USH, ont fait un travail pour mesurer l'impact de l'évolution normative sur les coûts de construction. Et ces travaux-là ont été corroborés par des analyses qu'ont fait les services économiques de la Caisse des dépôts et consignations. Si on l'applique au logement social, il faut trouver des logements low cost qui soient compatibles avec les revenus de personnes qui sont en plus subventionnés par les APL qui coûtent énormément au budget de la nation. Sur les 10 dernières années, les coûts de construction du logement social ont progressé de 50%. De construction. De construction, je ne parle pas du terrain, de construction. Et
cette progression de 50% est liée à hauteur de 35% par l'impact des normes que vous évoquiez tout à l'heure. Quand j'interroge la Fédération française du bâtiment et l'USH sur l'impact l'impact des aides de différentes natures, des aides publiques sur le financement du logement social, en fait, les chiffres se croisent. Il apparaît aujourd'hui que pour produire un logement social qui vaut 100, il faut dépenser 40% d'argent public. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, quand on s'atermoie sur l'impact du budget du logement, que certains rapports évoluent à 46 milliards, mais que les comptes du logement 2013 évaluent à 41 milliards d'euros, la moitié, c'est-à-dire près de 20 milliards d'euros, est liée à l'impact des aides à la personne. Donc on est vraiment au bout d'un système qu'il faut absolument réformer. On se rend compte que finalement, l'impact de l'innovation technologique que vous évoquez dans le coût du bâtiment devient dérisoire par rapport au massacre qu'il y a en sens inverse des coûts à travers justement l'action de nos politiques. Sans compter l'impact induit de normes appliquées soit très très largement, soit de manière plus limitée, sans en voir les conséquences par ailleurs. Je vais vous donner un exemple qui est assez personnel, en l'occurrence à travers le rôle de conciliateur de justice de mon épouse dans une ville des Hauts-de-Seine. L'office HLM de cette ville a décidé, pour améliorer le sort de ses habitants, d'établir un double vitrage. Eh bien, peu de temps après, les plaintes de voisinage sur bruits intérieurs a été multipliées par 5. C'est très bête. Vous avez le ronronnement de la rue, c'est sans doute assez désagréable, mais ça vous évite d'entendre la baignoire qui coule, les talons aiguilles qui marchent, etc. Vous vous enfermez, mais vous ne faites pas attention à l'ensemble du problème de nuisance sonore, et vous créez des tensions qui sont beaucoup plus fortes, à la limite de l'injure ou de la menace entre voisins, simplement parce que le bruit intérieur est devenu très important. Donc quand on réfléchit, je dirais, les normes ou l'amélioration, il faut le voir ensemble, dans un ensemble, et pas simplement se dire, s'ils n'entendent plus le bruit de la rue, ils vont être beaucoup plus heureux. Ça a l'air très bête, et je vous assure que quand je dis ça à un certain nombre de maires, et, pardonnez-moi le terme, ils tombent de l'armoire. Parce qu'on n'a pas réfléchi, parce qu'on a abandonné quand même très largement au profit de tendances plus ou moins idéologiques, le bon sens, et on a abandonné ce que j'appellerais la notion du client. Le client, il est celui qui réside, comment est-ce qu'il vit, quels sont les problèmes. Donc ça, je crois que c'est un sujet qu'on doit aussi porter en permanence. Comment est-ce que les gens vivent, qu'est-ce qu'ils ressentent, et non pas quelles sont les idées qu'on peut avoir dans un bureau, qu'il soit municipal, régional, national, avec l'intelligence du haut fonctionnaire ou du dirigeant d'entreprise d'ailleurs, mais de celui qui va être en haut et qui ne va pas sentir ce qui se passe en bas. D'autres remarques, d'autres questions? On a épuisé le sujet? Et vous êtes épuisé par la journée? Un dernier mot, chacun d'entre nous? Oui, si vous voulez. En fait, je vous rejoins parfaitement sur tout ce que vous venez de dire. Effectivement, la partie politique, enfin l'aspect politique, c'est la condition de production, mais ma foi nous échappe de façon assez importante. Par contre, il y a un travail à faire sur la structuration, comme vous dites, de la commercialisation. C'est évident. Il va falloir réfléchir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire comment réfléchir au circuit de distribution, comment arriver à trouver pour le logement intermédiaire un dispositif où on ne soit pas obligé d'aller faire, passez-moi l'expression entre guillemets, de la retape, alors qu'il y a quand même des besoins, certes des besoins qui sont perlés, des besoins qui sont, enfin je parle de la province, bien sûr, je ne parle pas de l'Île-de-France, mais ces besoins existent et il y a une production. Voilà. Donc je pense que ça, c'est un chantier qui n'est pas petit d'ailleurs, parce que cela implique, au-delà de toutes les considérations d'ingénierie financière, qui sont importantes bien sûr, parce que c'est la condition de pérennisation du dispositif, mais ça veut dire quand même quelque part qu'on a une connaissance de la socio-économie de l'habitat, et en tout cas des demandeurs qu'on a en face, qui sont en fait des salariés des entreprises. Et cela, il ne faut pas se louper par rapport à la demande des entreprises à ce niveau-là. Donc, oui, peut-être un mot de conclusion pour dire que
Silger, avec notre pôle immobilier, le réseau Batigère et notre filiale de logement intermédiaire qui s'appelle Socalog, chaque année on construit 1000 logements en Ile-de-France. 1000 logements neufs sont construits en Ile-de-France. Ça démontre qu'on a à la fois la capacité à construire des logements de qualité, qu'on sait travailler avec les élus qui nous proposent de travailler avec eux sur ces sujets, qu'on a les moyens à la fois financiers, donc les moyens humains, les compétences humaines pour construire ces logements. C'est beaucoup, pas assez dans la masse globale. Et pour moi, le bon sens sur ce sujet-là, c'est, puisqu'il y a des volontés de réussir, c'est de mettre les gens autour de la table et puis de coproduire, travailler en réseau sur le sujet. On le fait. C'est pas suffisant, mais on est complètement, et c'est pour ça qu'on participe à ce salon du logement intermédiaire, c'est pour cette raison-là, on est ensemble sur un stand, on a rencontré quelques élus qui sont venus aujourd'hui dans la journée et qui viendront encore demain, le bailleur qui construit, le CIL qui représente l'entreprise et qui vient avec l'entreprise voir la collectivité pour travailler le sujet, et puis bien évidemment l'élu qui lui... c'est à lui d'aider à trouver le foncier, de prendre la décision, de prendre la bonne décision, mais de faire confiance aussi aux professionnels qui travaillent sur le sujet et pas avoir peur de construire. Donc oui, voilà, comme mot de conclusion, si vous voulez. Merci, Monsieur Dune. Moi, je donne une information complémentaire, je dirais, qui n'est pas liée directement à la problématique du logement intermédiaire, mais du logement tout court, et notamment pour rebondir par rapport à la problématique d'excès de réglementation qui nous bride, que l'on évoquait tout à l'heure, c'est qu'en fait nous avons calculé l'impact qu'aurait sur l'économie française, sur l'emploi, sur les ressources budgétaires de l'État, le fait finalement de se donner les moyens de produire, d'atteindre l'objectif de 500 000 logements supplémentaires, enfin l'objectif de 500 000 logements par an et puis 500 000 logements rénovés. Donc le double objectif de 500 000 logements sur lequel tous les professionnels s'accordent et que s'est fixé le gouvernement et dont on est relativement loin, qui conduit finalement, en fonction du niveau de précision du chiffre de départ sur 2014, qui est 300 ou 360 000 logements. Donc si on se donnait les moyens de produire 150 000 à 200 000 logements supplémentaires et atteindre l'objectif de rénovation énergétique, on produirait en production brute de 50 à 60 milliards de production supplémentaire, 1 à 1,3 points de PIB. On pourrait créer entre 320 000 et 410 000 emplois. Quand on rapporte ça au chiffre du chômage, c'est énorme. Et en plus, on permettra à l'État d'avoir des rentrées budgétaires, des rentrées fiscales, notamment la TVA, et des rentrées de cotisations sociales, hors fiscalité locale, qui se situeraient entre 7 et 10 milliards d'euros par an. Simplement, en se donnant les moyens de produire, en allégeant la réglementation et toutes les contraintes qui existent aujourd'hui. Merci de nous faire rêver comme ça. Moi, en dernier mot, ce que je tire effectivement de ce que nous avons échangé les uns et les autres, c'est d'abord qu'il faut faire très attention de ne pas enfermer la notion de logement intermédiaire dans une sorte de capsule de bunker. C'est un élément majeur d'un marché immobilier et c'est la première partie d'un marché immobilier qui ensuite s'appellera libre, mais qui est en continuité sur le territoire francilien, en particulier cœur de métropole, et sur un certain nombre d'autres territoires sur l'ensemble national. Premier point, véritablement rétablir la continuité. On a bien la continuité territoriale entre le continent et la Corse, ayons la continuité territoriale sur notre immobilier à nos portes. Deuxièmement, je redis l'extrême importance pour le développement des entreprises. Vous n'imaginez pas le nombre d'entreprises qui sont bloquées dans leur développement et dans leur recrutement par le problème du logement et le problème du transport qui en découle. Ce sont des exemples que j'ai tous les jours et que je peux tenir à la disposition des politiques s'ils le souhaitent. C'est un sujet absolument majeur. Nous ne pourrons pas tout, mais nous avons le devoir de renforcer notre appel au secours et de montrer que des solutions existent. Elles passent pour une très large part par la responsabilité des politiques, mais nous avons le devoir, les uns et les autres, en particulier MEDEF et Chambre de commerce, de les interpeller à voix de plus en plus haute, avec de plus en plus d'insistance, à condition qu'en même temps, les secteurs du privé prennent bien ça en compte. C'est un effort collectif. Nous ne pouvons pas nous contenter de dire les politiques doivent faire. Nous devons
les obliger à faire, nous devons les accompagner et nous devons pousser l'ensemble du dispositif. Je suis optimiste, je crois qu'on arrivera à faire quelque chose rapidement, mais le chemin est encore long et difficile. Merci de votre attention.